merci de venir nous écouter sur ce panel qui porte sur les enjeux réglementaires et leur impact sur les projets dans le Web3. On va commencer par un petit tour de présentation de chacun des intervenants. Donc, je vais commencer par moi, désolé. Axel Saban, je suis avocat à Paris, avocat fiscaliste. J'ai monté un cabinet qui s'appelle Revo Avocat, qui est un cabinet qui est 100% dédié à la fiscalité dans le Web3. Et je suis aussi cofondateur d'un groupement qui s'appelle Law4Code, qui vise à accompagner les entrepreneurs Web3 dans leurs projets. Et je suis avec Arnaud, Jérémy, Benoît et Véronique à distance. Et je vais laisser chacun d'eux se présenter ce qu'ils font et leur expertise dans le secteur Web3. Bonjour à tous, je suis donc Benoît Koulécha, je suis fondateur de Goodive, qui est une plateforme collaborative de mise en relation avec des talents IT du Web3. Et c'est donc une DAO dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, Jérémy Astavola, je suis avocat associé au sein du cabinet Morel Allard et Associés qui est situé à Lyon. Et j'interviens depuis à peu près maintenant 20 ans en matière de restructuration d'entreprises en difficulté et depuis 2-3 ans en matière de Web3 sur les victimes de scams en escroquerie et aussi j'interviens aux côtés des entreprises en matière de DeFi. Peut-être Véronique. Véronique, tu veux te présenter ? Oui, je veux bien. Vous m'entendez ? Ouais. Je suis avocat au barreau de Marseille et de Paris et je suis, tout en étant avocat, en même temps DPO et je m'occupe de toute l'ingénierie de la data, l'ingénierie contractuelle, de toute l'utilisation de la data qu'on peut faire dans le Web3 avec l'intelligence artificielle et voilà, hein, c'est déjà pas mal. Ok, et donc bonjour à tous, donc Arnaud Toiti, moi je suis avocat fondateur d'un cabinet qui s'appelle Hashtag Avocat, qui est spécialisé dans le numérique et notamment dans le Web3. Donc on travaille dans le Web3, ça correspond à peu près à 80% de notre activité. On brasse des sujets assez larges puisque ça va du corporate, donc ICO, STO, ça passe par le réglementaire et aussi tous les aspects contractuels et liés à la propriété intellectuelle. Et effectivement, la DeFi et les DAO sont des sujets qu'on connaît assez bien. Donc, on accompagne un certain nombre de porteurs de projets sur ces sujets, sur la structuration, effectivement, notamment de leur DAO. Et ce sera un des sujets qu'on va aborder longuement aujourd'hui. Voilà, donc enchanté d'être ici et bienvenue à tous. C'est bon, j'ai mon micro. Donc effectivement, surreprésentation des avocats sur ce panel. Heureusement que Benoît est là pour apporter une petite vision entrepreneuriale sur toutes ces discussions. On le voit aujourd'hui en fait au sein des différents pays, des différentes organisations internationales, qu'il y a une émergence d'un véritable cadre réglementaire, d'un cadre fiscal, d'un cadre juridique pour mieux encadrer à la fois le secteur crypto, la blockchain, le Web3 et aussi évidemment les DAO. En tout cas, les DAO et la DeFi, et on voit qu'il y a des tentatives, même si c'est encore un objet qui est extrêmement difficile à cerner, à définir, et donc c'est extrêmement difficile de pouvoir poser des réglementations dessus. J'ai une petite question. Alors, comme je suis un juriste, évidemment, j'ai dressé un plan sur le panel. On va essayer de partir un petit peu des enjeux philosophiques et sociétaux des DAO, ce que ça implique, et comment ces enjeux vont être compatibles avec le droit tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il peut exister, tel qu'il existera dans les prochaines années. Benoît, j'ai une petite question déjà pour toi d'un point de vue entrepreneur. Est-ce que, selon toi, l'esprit même d'une DAO, alors que ce soit dans l'esprit initial de la première DAO Bitcoin, en fait, qui est après une DAO monétaire au final, ou les DAO telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, est-ce que on peut concevoir qu'une DAO soit compatible avec les impératifs des différents États de protection des consommateurs et des investisseurs? Est-ce que cette relation des intermédiaires laisse vraiment la place aux États pour un encadrement effectif? Alors déjà, tout dépend du type d'État dans lequel on est. Mais dans un État démocratique où l'idée, c'est de promouvoir, je pense, la liberté
des citoyens, de promouvoir derrière la croissance économique, culturelle d'un État, et de pouvoir, comme État, pouvoir lever l'impôt. Je pense que les DAO ne sont pas du tout en contradiction avec ce type de prérogatives. Et je pense même qu'à terme, en fait, les DAO vont potentiellement être utilisés par les États pour mieux représenter le peuple. Alors, à titre d'entrepreneur, actuellement, créer une DAO, c'est compliqué au niveau de la régulation parce que c'est mal régulé, qu'aujourd'hui, on est obligé de s'entourer d'avocats, ce qui coûte beaucoup d'argent pour des entreprises qui se lancent, qui sont des startups qui, par définition, ont encore peu de fonds. Donc, la plupart des exemples que j'ai autour de moi et nous-mêmes, en fait, on commence de façon en tentant de respecter les lois, en naviguant un petit peu à vue sur comment réussir à conserver l'esprit de la loi dans ce qu'on fait, sur quelque chose qui est mal régulé, sur lequel il y a peu de jurisprudence. Et bon, je pense que vous en direz un peu plus par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Véronique, j'ai une petite question aussi pour toi. Selon toi, en fait, les DAO telles qu'elles sont structurées actuellement, et donc c'est fortement corrélé avec le niveau effectif de décentralisation au-delà du nom qu'on va donner à un projet. Est-ce qu'elles ont vraiment une chance d'échapper aux régulations aujourd'hui, que ce soit aux régulations européennes, françaises ou américaines, ou au contraire, la décentralisation qui n'est pas forcément assez poussée, les pousse nécessairement dans le champ d'application des réglementations nationales? Alors, moi, je ne pense pas qu'à terme, on puisse considérer que la DAO ne soit pas régulable. Bon, là, on l'a vu, je pense que dans le courant du débat, on le verra avec vous, il y a une exigence de la régulation financière. Bon. Et puis la DAO, elle est, si vous voulez, elle est prise en sandwich entre plusieurs réglementations qui s'imbriquent les unes aux autres. Il y a à terme, je pense, une régulation par l'intermédiaire du règlement sur l'intelligence artificielle, parce qu'une DAO, une gouvernance de DAO, c'est une gouvernance qui est aussi liée à la technologie. Et donc, toute la philosophie du règlement européen, qui en plus s'est modifiée à toute vitesse avec l'irruption de ChatGPT au mois de janvier, c'est de dire que et ça, il y a le considérant 4 du RGPD qui le dit très bien, c'est que en Europe, ce qui est fondamental, c'est les droits fondamentaux des personnes et que la personne ne peut pas devenir subordonnée de la machine. Bon, ça paraît être comme ça des évidences dites ainsi, mais ça veut bien dire que pour vis-à-vis du règlement européen, le fonctionnement d'une DAO par un vote, etc., doit respecter les droits fondamentaux des personnes. Alors, on viendra après pour avoir des exemples sur ce que c'est que des droits fondamentaux, et notamment le futur règlement européen va orienter la responsabilité du fonctionnement des technologies à base d'IA par une vision consumériste, qui est sur le risque et le fait que tout dommage, quel qu'il soit, doit toujours être indemnisable avec la recherche d'un responsable. Et on le verra après, le RGPD peut donner des pistes justement d'identification des responsables, mais je pense pas qu'à terme on puisse dire que la DAO soit pas régulable. Et comme vous le savez, il y a eu le papier de réflexion de l'AMF au mois de juillet 2003 qui, dans sa partie 4, parlait des DAO. Et je crois qu'on va bien vers une réglementation. Alors, évidemment, il y a différents types de DAO. Et dans l'univers, par exemple, de la DeFi, il y a la gouvernance du protocole DeFi, vous voyez, avec tout ce que ça suppose. Donc moi je pense qu'on ira vers une régulation si c'est pas possible autrement. Enfin, c'est mon opinion, mais je veux dire c'est aussi le sens de la doctrine et des chercheurs en l'occurrence. Merci beaucoup.
Arnaud, j'ai une petite question pour toi aussi. Là, en un mot, en fait, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dresser un panorama très rapide, en fait, sur justement la diversité des textes réglementaires qui vont s'appliquer, qui vont potentiellement s'appliquer au DAO, que ce soit au niveau français, européen ou à une autre échelle. Quels sont tous les grands pans du droit à prendre en compte aujourd'hui quand on va structurer une DAO? Alors, justement, les textes qui existent pour l'instant en matière de Web3 ne sont pas forcément applicables au DAO. C'est bien le point. C'est pour ça que ce que disait Véronique est très vrai, c'est-à-dire qu'on est dans des textes qui, pour l'instant, ne s'appliquent pas à la DeFi, ne s'appliquent pas réellement au DAO. Maintenant, il y a des réflexions qui sont menées, que ce soit par l'autorité des marchés financiers, que ce soit par la CPR, que ce soit par le Fonds monétaire international, que ce soit par la Banque de France, qui, si vous voulez, ont pour objectif de justement se dire qu'est-ce que demain devra être l'application de la réglementation à des protocoles de finance décentralisés et à une gouvernance décentralisée. Maintenant, si on doit faire le panorama effectivement plus ou moins exhaustif de la réglementation en matière de Web3, on a, beaucoup le savent ici, tous les services sur cryptoactifs qui sont régulés en France près de l'autorité des marchés financiers, en tout cas un certain nombre de ces services qui nécessitent d'être enregistrés, voire agréés devant l'autorité des marchés financiers, et qui parfois, lorsqu'ils touchent à la finance décentralisée, peuvent effectivement nécessiter un enregistrement, voire un agrément, et à jonction aussi avec d'autres agréments, dont le prestataire en service d'investissement. On a évidemment la réglementation européenne, qui est la réglementation MiCA, qui entrera en application l'année prochaine pour les stablecoins et l'année suivante pour tous les services sur cryptoactifs, qui ne concernent pas encore une fois, la finance décentralisée et la gouvernance décentralisée, mais on sait d'ores et déjà qu'un MiCA 2 est prévu très vraisemblablement pour 2027-2028 et qu'il devrait intégrer effectivement les aspects de réglementation autour de la finance décentralisée et des protocoles de gouvernance décentralisée. Donc, encore une fois, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a des position papers d'un certain nombre d'autorités de régulation françaises et internationales sur ces sujets. Et il est vraisemblable que d'ici 3 ou 4 ans, on ait une réglementation sur le sujet. C'est le sens de l'histoire. On peut être pour, on peut être contre, mais de toute façon, on y va. Donc il faudra faire avec. Mais est-ce que les régulateurs, justement, ne vont pas avoir tendance à essayer de rechercher une certaine forme de recentralisation des DAO, au-delà de leur discours, alors je ne vais pas dire marketing, mais au-delà de leur fonctionnement d'apparence? Est-ce qu'ils ne vont pas chercher une forme de centralisation, que ce soit au niveau de la concentration de la détention de tokens d'un projet, au niveau de la concentration de la gouvernance, justement pour pouvoir créer une porte d'entrée de la régulation sur la DeFi? Je pense que l'objectif d'un régulateur, l'objectif des pouvoirs publics, qu'ils soient au niveau français ou européen, c'est de contrôler. Et c'est normal. L'objectif d'un régulateur, c'est d'avoir le contrôle, c'est d'avoir la main mise. C'est à la fois de pouvoir déterminer qui peut entrer sur un marché, qui peut en sortir, mais c'est aussi pouvoir évidemment contrôler, j'ai envie de dire, en cours de route et pouvoir éventuellement sanctionner. Donc évidemment que l'intérêt d'un régulateur, l'intérêt d'une autorité qui va être amenée à contrôler, c'est de ramener à quelque chose qu'elle est susceptible d'appréhender. Et pour pouvoir appréhender la gouvernance décentralisée, il faut évidemment avoir une structure, avoir des gens à qui s'adresser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va en parler notamment avec Jérémy tout à l'heure sur les différentes manières de structurer les DAO. Souvent, ça passe par le truchement de sociétés, d'associations. Et en fait, en réalité, les sociétés commerciales font un peu l'intermédiaire entre les investisseurs et les protocoles. Et entre ceux qui participent à ces protocoles-là. Et le régulateur, son objectif, ça va être de contrôler évidemment les intermédiaires, les interfaces, en fait, en réalité, qui, elles, par définition, peu ou prou, vont être à un moment ou à un autre centralisées. Voilà. Donc oui, on cherche à recentraliser pour pouvoir mieux contrôler. Alors, il y a l'enjeu de protection des consommateurs, des investisseurs, justement, en entrant dans le scope des réglementations AMF, enfin des réglementations MiCA et autres. Mais il y a aussi des enjeux de vie privée, en fait, derrière les DAO, à savoir qu'on n'est pas dans des mondes anonymisés, on est dans des mondes pseudonymisés, et on peut rencontrer parfois des DAO qui, pour avoir accès à leur interface, vont faire un KYC sur le wallet initial et ensuite vont laisser les participants interagir entre eux via les smart contracts. Est-ce que justement,
il y a des enjeux spécifiques au niveau du règlement général de la protection des données personnelles. Voilà, est-ce qu'il y a des enjeux de privacy spécifiques, Véronique, à bien prendre en compte par les fondateurs de DAO à ce titre? Oui, tout à fait. Et surtout, on parle de RGPD et de privacy, c'est pas tout à fait la même chose, même si ce sont des notions qui se recoupent. Mais souvent, quand on parle du RGPD, et notamment du RGPD appliqué au Web3 et aux technologies de la décentralisation et de la DAO, il y a quelque chose qu'on perd de vue. C'est que le RGPD, contrairement à ce qu'on pense, oui, bien sûr, protège les données, s'occupe de vos données. Mais le RGPD, il protège les personnes concernées par rapport à un traitement. Et qu'un traitement de données doit reposer sur des finalités et une base légale. Donc, quand vous développez une application, quand vous développez une DAO, vous pouvez très bien vous trouver impliqué au sens du RGPD, même si éventuellement votre DAO n'a pas en tant que tel, si vous voulez, stocker des données personnelles, mais à participer aux finalités et aux moyens d'un traitement de flux de données. C'est je ne sais pas si vous comprenez, cette nuance, elle est très importante. Donc, quand vous êtes, même à la limite, quand vous êtes dans une gouvernance de DAO, que vous votez pour des prises de décision et que ça peut s'analyser, et ça s'analyse certainement comme un traitement, on peut donc être à ce titre pris en compte comme responsable de traitement conjoint ou solidaire et voir sa responsabilité appréhendée par le RGPD. Je ne sais pas si cette nuance est... Parce que c'est capital, ça, de bien savoir que même quand on est, par exemple, qu'on développe un petit bout d'application, même si on la termine pas, ou etc., ou si on a prêté au fait que par notre interaction, il y a un traitement de données, on peut être considéré comme responsable. Donc, ça peut s'appliquer à des DAO. Et puis, je dirais que la privacy, c'est autre chose. La privacy, c'est respecter la vie privée des personnes. Et là, la privacy, notamment, peut intervenir dans la DAO pour savoir comment elle a transmis des flux, dans quelles conditions, est-ce qu'elle a bien informé les gens. Enfin, vous voyez, c'est ça les petites nuances, parce que je veux pas monopoliser la parole. Mais donc, je veux dire par là que la DAO est effectivement source de responsabilité, mais souvent, on les voit pas au niveau où elles devraient être. Donc voilà, je vais pas plus loin parce que sinon on pourrait passer l'après-midi, mais c'est des petites pierres de lumière parce que je pense que c'est pas toujours bien perçu. Merci beaucoup. Effectivement, on voit que le champ des réglementations qui vont pouvoir s'appliquer à des DAO selon leur degré de centralisation est extrêmement large. Donc, au final, Jérémy, aujourd'hui, alors évidemment, l'idée, c'est pas de réaliser une consultation complète, mais aujourd'hui, en pratique, en fait, comment on structure les DAO? Est-ce que on se contente de dire c'est un objet un peu non identifié et on laisse faire sans rien structurer au bon vouloir des participants et des fondateurs, ou au contraire on adopte des formes alors qui peuvent être classiques, des formes un peu plus exotiques pour structurer des DAO? Alors merci pour la question. Effectivement, j'espère que là on va rentrer un petit peu peut-être dans la technique. Pourquoi? Parce que la DAO, c'est quoi? C'est une entité effectivement autonome qui est sur le réseau blockchain, qui utilise des smart contracts et qui automatise son processus. Alors, ni plus ni moins, c'est quoi? Il y a des activités commerciales qui sont à l'intérieur. C'est l'objectif d'ailleurs des personnes qui détiennent les tokens de gouvernance. Et donc, eh bien, le droit, même si effectivement il n'y a pas de régulation aujourd'hui spécifique, cela ne veut pas dire que le droit ne traite pas de cette situation. Alors, on a le test Dowey, qui est utilisé par les États-Unis, et notamment son 4e pilier, qui va, lui, regarder plutôt le degré de décentralisation. C'est-à-dire que si la DAO n'a pas un degré de décentralisation important au niveau du processus de vote, eh bien on va analyser le token de gouvernance comme un titre financier. L'asymétrie informationnelle également est un des éléments, mais également notamment aussi que l'équipe créatrice du projet ne soit pas celle qui crée le plus de valeur. Alors, pour revenir à la France, très précisément,
il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, toutes les DAO ont été montées, on va dire, sans structure juridique, puisque c'était la facilité, et puis c'était comme ça que finalement les porteurs de projets s'élevaient. Mais le droit français considère que lorsque vous êtes associé, que vous vous comportez comme un associé dans le cadre d'une activité économique pour partager des bénéfices, il y a une requalification qui s'opère et vous êtes dans le cadre d'une société de fait. Et c'est très important de comprendre en fait les conséquences de cette situation. C'est qu'une société de fait n'est pas une société immatriculée, mais elle devrait fonctionner comme si jamais c'était le cas. C'est-à-dire qu'elle est soumise à l'obligation de comptabilité, d'inscription au registre du commerce et des sociétés, à l'imposition, que ce soit à l'imposition sur les sociétés ou à la TVA ou encore à la CET, la contribution économique territoriale. Voilà, l'ancienne taxe professionnelle. Derrière, les associés, je reviendrai tout à l'heure sur les responsabilités, parce que derrière tout ça, on voit bien que l'on cherche en fait à mettre des responsables. Les associés sont considérés comme gérants de fait. Et là, les 20 ans de restructuration d'entreprises en difficulté qui sont derrière moi, voilà, vous disent qu'à ce moment-là, la gestion de fait, c'est le risque absolu qui pèse sur les entrepreneurs et sur les investisseurs, puisque, voilà, et on va le voir peut-être un petit peu plus loin, c'est des responsabilités civiles, pécuniaires, et même, sans vouloir faire peur, peut-être aussi pénales. Ok, donc il y a vraiment un enjeu à éviter la non-structuration aujourd'hui, mais au final, qu'est-ce qu'on fait ? En gros, là, on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Mais est-ce qu'on doit aujourd'hui obligatoirement monter des sociétés commerciales classiques et donc avoir une très forte centralisation, ou on peut adopter des entités un peu plus exotiques pour pouvoir alors soit permettre aux différents participants de la DAO d'intervenir à différents niveaux, au niveau de la gouvernance, au niveau des droits financiers? Est-ce qu'on peut vraiment les intégrer directement à la gouvernance, ou on doit passer par des moyens détournés en fait? Est-ce que... Bon, alors déjà, la première des choses, c'est qu'est-ce que l'on recherche ? On recherche, à mon sens, 4 points importants, qui sont d'abord la capacité juridique, donc la personnalité morale. Puisque cette capacité morale donne à la DAO une existence juridique, elle peut permettre de signer des contrats, d'exister. La deuxième chose que recherchent les porteurs de projets, c'est la responsabilité limitée. Bien évidemment, être engagé sur ses biens personnels, c'est un risque qui pèse sur tout chef d'entreprise. Et c'est un deuxième point. Le troisième point, qui est les valeurs philosophiques qui nous sont chères, c'est la gouvernance collégiale. Comment trouver une structure qui aurait la gouvernance collégiale? Et puis, le dernier point, c'est le but lucratif. C'est-à-dire, c'est bien, on a travaillé, on a élevé un projet, on a porté ce projet, comment est-ce qu'on peut être justement rémunéré de ce projet? Alors, il existe en France diverses structures. Alors, je le dis tout de suite, aucune n'est strictement et spécialement adaptée au DAO, mais à travers les outils de notre panel juridique français, on peut trouver des solutions pour tous les projets. Alors, si je peux rapidement les balayer, alors, si on est dans le cadre d'une DAO qui n'a pas pour objet de but lucratif, c'est finalement assez simple. L'association loi 1901 est parfaitement adaptée, puisqu'elle va pouvoir recevoir des dons, elle va pouvoir engager, signer des contrats. Elle a d'intéressant, et on ne le sait pas si souvent que ça, la possibilité d'avoir une gouvernance collégiale. C'est-à-dire qu'on peut désigner un organe de direction qui ne soit pas un président. Et donc, on se retrouve finalement dans ce que l'on souhaitait dans le cadre de la DAO, mettre en place un bureau directoire dont tous les membres de la DAO qui détiendraient le token, avec la seule réserve de les déclarer à la préfecture, par courrier simple, mais il suffirait d'un même courrier pour les retirer. Donc ça, c'est un élément qui est important. Le deuxième point, et on ne le sait pas non plus souvent, quand on parle de but lucratif, c'est l'incapacité à se remonter le bénéfice et à s'approprier les actifs de l'association. Néanmoins, une association peut avoir des activités lucratives. Donc c'est important parce qu'on croit souvent qu'une association ne peut pas avoir une activité économique telle que l'aurait une société. Ce qui est faux. Il faut simplement que ça soit indiqué dans les statuts. Alors là, on a la responsabilité limitée, la gouvernance collégiale. Nous avons l'activité économique, voilà. Mais il nous manque quoi? L'impossibilité de remonter le bénéfice de son travail. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'une association
peut se transformer en coopérative. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que normalement, une association, lorsque on l'arrête et qu'on voudrait faire une société commerciale, on doit la dissoudre. Et donc, il y a toutes les conséquences de la dissolution, mais pas lorsque l'on se transforme en coopérative. On peut même, dès le départ, faire une association de préfiguration si on le souhaite. Et alors, les coopératives, qu'est-ce que c'est ? C'est la création d'une société qui ont pour finalité d'assurer un besoin économique ou social. Et on connaît deux spécifiques qui sont les SCOP et les SIC. Alors les SCOP, la difficulté, c'est qu'il faut que plus de la moitié soit détenue par des contrats de travail, ce qui n'est pas tout à fait adapté pour les DAO. Les investisseurs peuvent détenir, me semble-t-il, 49% du capital, mais n'auront le droit qu'à 30%, 31%, je crois, du bénéfice. Et il y a une obligation de constituer des réserves. Donc ça peut être un frein. La SIC est intéressante puisqu'elle n'a pas besoin, à l'intérieur comme associé, d'avoir des salariés. Donc on a besoin d'avoir des producteurs, ce qui est souvent le cas dans les DAO, des consommateurs qui peuvent être tiers à la DAO, des bénévoles, voire même des collectivités territoriales. Simplement, en plus de la production, il faut une utilité sociale. L'utilité sociale, c'est la satisfaction d'un besoin qui n'est pas assuré par le marché. Donc là, je vous dis aussi quelques difficultés avec l'obligation de constituer des réserves. Ça peut être un point difficile. Alors, on retombe sur les sociétés commerciales. Voilà. Les sociétés commerciales de deux sortes, que l'on connaît, les SARL, avec les limites que cela impose, le formalisme, les coûts qui ne sont pas évidents, mais on peut avoir une gouvernance collégiale puisqu'il est possible de faire des co-gérants. Mais alors imaginez maintenant aller déclarer une 50aine de co-gérants auprès du greffe du tribunal de commerce et puis après les enlever, les frais sont lourds. Alors, pour un projet dans lequel on voudrait effectivement se rétribuer le bénéfice, la SAS semble, sur les sociétés commerciales, la plus indiquée, mais encore une fois, on perd la gouvernance collégiale. Alors, si j'ai encore juste une minute, je voulais attirer l'attention sur un point, c'est que dans notre droit, c'est vrai que là, on se rend compte qu'on n'arrive pas à avoir tous les éléments, les 4 piliers, mais c'est peut-être pas si vrai que ça, parce que à une époque un peu récente, mais à la fois reculée maintenant, parce que tout va vite, mais entre 1870 et 1918, on a quelques départements, l'Alsace-Moselle notamment, qui ont été annexés par l'Empire allemand. Et il en est resté quelques vestiges juridiques, c'est que, on le sait pour le culte, mais il existe un code civil local. Et ce code civil local permet la création d'associations dites de droit civil local qui ne sont pas soumises à la loi 1901 et qui sont des associations à but lucratif. Alors, je pose la question, c'est une piste de travail que nous développons notamment aussi avec Véronique et d'autres confrères, et puis je pense qu'avec Arnaud, on aura l'occasion. Mais vous avez la gouvernance collégiale, la facilité statutaire et puis les faibles coûts qui sont liés aux associations. Et vous avez la possibilité, dans le cadre de la vie de l'association, mais également à sa dissolution, de vous distribuer les actifs. Et même le régime des fusions est applicable à ce système. C'est un système qui est stable, on n'y pense pas. Il suffit de se domicilier en Alsace-Moselle. Alors voilà, peut-être qu'il va y avoir un peu de forum shopping. Peut-être que certains d'entre vous sont du coin, mais voilà, c'est une belle piste de réflexion. Et peut-être que tu as ajouté toi aussi, parce que je sais que tu as des idées. Écoute, je pense que tu as fait un panorama quand même hyper précis et très, très smart de ce qu'on peut faire en termes de structuration de DAO. Non, moi, juste ajouter que beaucoup de projets en fait, sont structurés via des associations, alors plutôt de 1901, effectivement, qui hébergent le protocole et des sociétés commerciales. Et donc, il y a des liens qui sont créés entre la société commerciale et l'association. Et là, je parle évidemment sous le patronage du modérateur qui est également fiscaliste, mais si vous structurez via une association et une société commerciale qui, encore une fois, gère l'interface avec le protocole, il faut être extrêmement vigilant dans les mouvements, dans les flux en fait, entre l'association et la société, parce que très rapidement, ça peut générer des contrôles fiscaux, simplement parce que quand vous mêlez des entités à but non lucratif avec des sociétés commerciales et qu'il y a des flux entretenus entre ces deux structures et que c'est une manière détournée en réalité de rémunérer les fondateurs, eh bien, il y a potentiellement des risques fiscaux. C'est pour ça aussi, pour rebondir sur ce que tu disais au départ, que c'est vrai que les avocats peuvent être un peu onéreux parfois, mais ils vous évitent pas mal de difficultés en aval. Voilà.
Alors justement, en voyant la diversité des modèles, il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est que dans beaucoup de modèles, il y a quand même une suggestion que les participants à la DAO vont devoir être connus, ou en tout cas, les fondateurs, ceux qui vont porter le projet, vont devoir avoir des moyens de reconnaître les différents investisseurs, les différents fondateurs. Benoît, en pratique, vu que tu es fondateur d'une DAO, comment cette DAO va interagir avec ses participants? Comment est organisée la communication et le marketing de la DAO? Est-ce que ça doit être porté par les fondateurs ou au contraire plutôt relayé par les investisseurs, par les membres de cette DAO? Voilà, en pratique, en fait, comment ça se gère une DAO compte tenu de ses contraintes réglementaires et juridiques? Alors, une DAO, pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle puisse démarrer, la plupart du temps, ça va être au départ centralisé. C'est sans l'effort de quelques-uns, le machin ne prend pas, quoi. Avant de pouvoir décentraliser, il faut d'abord qu'il y ait une structure, il faut d'abord qu'il y ait des schémas qui permettent d'intéresser les différents parties prenantes à fournir des efforts, à fournir du travail pour la DAO. Et donc, il faut pouvoir mettre en place un système d'incitation, soit financière, soit en termes d'ego, de réputation. Enfin, en tout cas, quelque chose qui permette aux gens d'être récompensés des actes et du travail qu'ils vont fournir pour la DAO. Donc, au départ, je pense que le gros du travail, il est fait par les fondateurs. Dans un stade ultérieur, dès lors que les mécanismes d'incitation, pour notre part, c'est plutôt de l'incitation financière, mais il y a aussi de l'incitation en termes de réputation. Donc, dès lors que ça peut être mis en place, à ce moment-là, tout l'objet de la DAO, c'est justement de décentraliser le travail et de le répartir à ceux qui veulent contribuer. Et donc, par exemple, pour de la communication, effectivement, il y a beaucoup de DAO aujourd'hui qui vont fournir des tokens de la DAO pour récompenser les membres qui produisent du contenu qualitatif pour parler de la DAO. Voilà. Merci beaucoup. Donc, en fait, on a une possibilité de passer d'une centralisation à une décentralisation et donc de s'extraire, en fait, de tout ce carcan réglementaire et juridique qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin, d'ailleurs, on l'a juste évoqué, mais au final, Arnaud, c'est quoi ce carcan qui existe d'un point de vue réglementaire? En fait, aujourd'hui, quand on veut monter une DAO, en tout cas son stade initial, et qu'on en est au stade centralisé, c'est quoi les contraintes qui existent en pratique sur les fondateurs? Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir recours à des agréments? Est-ce qu'il faut obligatoirement désigner des personnes qui vont interagir avec les régulateurs? Qui on désigne en pratique? Comment ça se passe en pratique? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, en pratique, il n'y a pas de réglementation réellement applicable à la structuration des DAO pour l'instant. Lorsque on est sur des protocoles de finance décentralisés et qu'on est amené à traiter de ce qui pourrait s'apparenter à de la finance traditionnelle, c'est vrai que les régulateurs ont tendance, en réalité, à renvoyer la finance décentralisée à ce qu'on connaît dans la finance traditionnelle. Donc souvent, on a un certain nombre d'agréments, notamment les prestataires de services d'investissement qui sont amenés parfois à ces agréments-là à être sollicités pour des acteurs de la DeFi. Mais maintenant, pour ce qui concerne la structuration des DAO à proprement parler, encore une fois, on est un peu dans un no man's land juridique, entre guillemets, puisque, comme le disait très bien Jérémy tout à l'heure, il faut de toute façon structurer. Donc on est plutôt sur des sujets, plutôt que réglementaires, on est plutôt sur des sujets de droit des sociétés et de droit fiscal, puisque, encore une fois, il y a, comme je disais tout à l'heure, des vrais risques à partir de l'instant où votre structuration est amenée à mêler des associations, notamment avec des sociétés. Maintenant, réglementairement parlant, on n'est que sur du prospectif. Tout à l'heure, Véronique le disait très bien, on a l'ACPR, on a l'AMF qui ont rédigé des position papers, qui sont quand même relativement précis, qui sont assez techniques, qui sont très intéressants, mais qui sont uniquement prospectifs, puisque nous n'avons pas pour l'instant de réglementation sur le sujet. En revanche,
Ce qui est clair, c'est qu'on a MiCA qui arrive l'année prochaine et on aura un MiCA 2 qui va intégrer 2 sujets, la finance décentralisée, donc in fine la gouvernance décentralisée et les NFT. Ça, c'est sûr que ces 2 sujets vont, on le sait, être intégrés dans la réglementation. Donc elle n'existe pas, mais elle va arriver très vite. Mais justement, dans MiCA, il me semble que lorsque une personne lance un projet qui devrait être régulé, les autorités de contrôle nationales et européennes ont des possibilités de venir limiter l'exercice, voire d'interdire en fait l'exercice de l'activité qui a été développée par la DAO. Alors, on peut le comprendre, ça, au stade où c'est relativement centralisé, c'est facile d'interdire, mais lorsque la DAO, initialement, s'est lancée sous un mode centralisé, mais a voulu un peu s'extraire des régulations, n'a pas fait les démarches, est-ce que c'est vraiment envisageable pour le régulateur, ensuite, d'aller essayer d'interdire une activité qui aurait dû être régulée et qui en passe de devenir non régulée ? Alors, justement, sur cette période de transition... Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable en pratique lorsque les fondateurs commencent à passer un peu le pouvoir, le régulateur, est-ce qu'il va pouvoir vraiment aller chercher les fondateurs, la responsabilité des fondateurs? Est-ce qu'il va pouvoir les obliger à fermer certaines fonctionnalités, à récupérer la mainmise sur le smart contract de la DAO? Alors, aux États-Unis, ça a déjà été le cas récemment avec la SEC sur un protocole de finance décentralisée qui est allé... Comment ? Exactement. Voilà, tout à fait. Donc c'est il n'y a pas très longtemps, hein, c'est il y a quelques mois seulement, début d'année 2023, je crois, où effectivement la SEC, alors c'est pas la SEC, excusez-moi, c'est la CFTC, puisqu'en réalité on a 2 grandes autorités réglementaires aux États-Unis. On a une qui porte sur les commodities, qui est la CFTC, et donc on a la SEC. Bref, peu importe, condamnation du protocole, ou plutôt des fondateurs du protocole personnes physiques, $1 million, je crois, de mémoire, donc qui ont été condamnés en tant que personnes physiques. Est-ce que ça pourrait être applicable en France et en Europe ? Je ne sais pas, mais je serais par principe méfiant. Voilà, je serais par principe méfiant parce que les régulateurs, et encore une fois, ils sont parfaitement dans leur rôle, mais ils ont tendance à avoir une vision assez extensive de leur capacité d'intervention. Et je ne serais pas surpris qu'effectivement, ceux qui seraient amenés à détenir des protocoles de finance décentralisée ou avoir un lien avec ces protocoles-là, qui éventuellement ne respecteraient pas la réglementation en vigueur, ou alors une extension de la réglementation en vigueur qui serait appliquée à ces protocoles-là, à ce moment-là, on pourrait imaginer une responsabilité. Quand on lit les position papers de l'AMF et de l'ACPR en France, encore une fois très technique, extrêmement intéressant, on s'aperçoit qu'en fait, ils vont chercher autant que possible des manières de pouvoir dire qu'il y a d'un côté des protocoles 100% décentralisés qui pour l'instant sont très peu touchables, voire quasi intouchables parce que justement on n'a pas la réglementation pour. Par contre, dès qu'ils voient à un moment ou à un autre dans un projet ce qui pourrait s'apparenter à quelque chose qui est centralisé, à ce moment-là, ils vont reprendre leur pouvoir dessus. Donc tout dépend de la manière avec laquelle c'est structuré, mais c'est certain que s'ils ont les moyens d'y aller, ils iront. Et ils auraient tort de ne pas le faire. Alors ça, c'est pour le volet intervention publique, mais on peut aussi, et c'est parfois oublié, le volet intervention privée, en fait, sur la responsabilité des fondateurs d'une DAO. Et notamment, lorsqu'il y a des enjeux de propriété intellectuelle, Véronique, c'est un sujet que tu maîtrises bien. Au final, aujourd'hui, lorsque des acteurs privés, parce que par leur intervention, notamment si c'est des DAO qui font intervenir des NFT, qui font intervenir du travail artistique, ou juste des éléments qui sont protégeables au niveau du droit d'auteur, parce que les logiciels informatiques peuvent, dans certaines conditions, être protégeables. Même question, en fait. Comment les individus vont pouvoir faire valoir leurs droits à l'encontre des fondateurs d'une DAO qui est en passe de devenir décentralisée? Oui, ça c'est la pratique qui le dira, mais on a déjà, me semble-t-il, des éléments. Alors, il y a un début de raisonnement qui nous est donné par le règlement, parce que en 2023, l'Europe a terriblement réglementé l'univers numérique. Il y a eu le DMA, le DSA et le DGA.
le règlement sur le Data Governance Act. Et je crois que maintenant, toute personne qui touche à de la donnée au sens très large, c'est-à-dire à de l'information, doit se poser la question de savoir, une donnée, ce sont des informations qui, au surplus, peuvent être sur un support, sur un fichier. D'où vient ma donnée? Est-ce qu'elle est publique? Est-ce qu'elle vient d'une licence privée, d'une licence publique? Quels sont les droits? Donc, de plus en plus, et c'est déjà, à mon avis, une évolution, par exemple, des missions du DPO, qui aura comme mission de certifier la traçabilité du patrimoine informationnel comment dirais-je, des entreprises, et que quand on va utiliser justement de la data ou de la donnée dans divers protocoles, on sera obligé de pouvoir tracer d'où vient cette donnée, d'où viennent ces fichiers, comment ils ont été constitués, et ce qui va permettre de remonter, mais qu'est-ce que c'est si je prétends avoir un droit d'auteur, enfin, etc. Il y a eu un débat très intéressant au début du mois de janvier sur la personne qui considère que c'est Satoshi Nakamoto et qui donc avait assigné devant les tribunaux anglais en disant que la chaîne Bitcoin lui appartenait parce que notamment les fichiers Bitcoin, c'était lui qui en était l'auteur. Bon. Alors, il a perdu son procès, mais il va revenir dans un troisième round qui sera parce qu'il a été autorisé par, comment dirais, les juridictions anglaises à reprendre son contentieux sur la démonstration du droit d'auteur par rapport à la notion de base de données. Donc, on verra comment ça se fait. Mais en fait, c'est très intéressant quand vous regardez comment le juge l'a débouté, parce qu'il est passé pas très, très, très loin de la victoire, si vous voulez, parce que effectivement, nécessairement, il a travaillé dans l'équipe de développeurs qui ont, si vous voulez, mis en place la chaîne Bitcoin et la manière dont on générait les fichiers, etc. Mais le juge lui dit, mais à un moment donné, si vous estimez que vous étiez l'auteur de la manière dont notamment s'écrivaient les fichiers, vous deviez le mettre quelque part. Parce que souvent, et notamment dans le numérique, on oublie, il y a une espèce de déclaration d'autorat. Bon. Donc, où je dis que je suis auteur, où je dis que j'ai tracé la manière dont j'ai décomposé tout mon processus. Et puis ça met aussi aussi un autre débat qui va intervenir très rapidement maintenant. Par exemple, quand on met sur un NFT de la donnée, etc., c'est de justifier, si on en est auteur, de la traçabilité de son originalité pour voir s'il y a véritablement du droit d'auteur ou pas, et de l'authenticité de la création. Alors là, je peux pas trop développer parce que je veux dire, mais voilà. Donc effectivement, on a l'obligation aussi maintenant, quand on met des données sur des supports, comme par exemple des NFT, etc., de tracer la provenance de la donnée, de son origine, de sa constitution. Et puis alors après, pour pouvoir identifier les gens, je pense que Arnaud l'a très bien dit, aux États-Unis, et Dieu sait que c'était très intéressant la manière dont les développeurs se sont défendus, puisque le juge a dit, moi, j'assigne et j'envoie mon assignation sur le formulaire de contact du site web qui était associé au protocole de DAO. Donc, je veux dire que dans un univers numérique, on trouvera toujours les personnes. Et puis, je vous ai dit, dans le RGPD aussi, on peut devenir responsable de traitement, même si on ne touche pas à la donnée, à partir du moment où on est intervenu dans la détermination de la finalité de comment vont passer le flux des données. Donc, il y a des tas de prismes et de concepts à partir desquels on pourra très certainement, dans l'attente de la construction d'un vrai statut, arriver, peut-être avec des débats juridiques complexes, mais arriver à essayer de faire reconnaître ses droits si on estime que la responsabilité a été engagée. Voilà. Et je le répète aussi, au sens du règlement IA à intervenir, c'est toute la chaîne des personnes qui, comment dirais-je, entre le producteur, celui qui met sur le marché, le développeur, qui peuvent être considérés comme solidairement responsables aussi. Donc, il va y avoir une très grosse ingénierie contractuelle à avoir quand on monte ces différents protocoles, et notamment l'écriture du smart contract.
Alors justement, responsabilité, puis on va essayer de terminer là-dessus assez rapidement parce qu'on n'est pas forcément en avance sur, sur le panel. Demain, je décide de monter une DAO. Mon smart contract comporte, parce que alors par négligence, par volonté, n'importe, comporte certains défauts qui vont permettre à des participants de se livrer à des infractions pénales. Est-ce que moi, en tant que personne qui ait mis en place l'infrastructure ayant permis de commettre ces actions, j'ai une responsabilité pénale dans le lot. Et au-delà de en plus de la responsabilité pénale, si mon smart contract comporte des défauts, les fonds de la DAO se font pirater, se font siphonner, j'ai une responsabilité pécuniaire sur les fonds qui se sont fait siphonner vis-à-vis de mes investisseurs. Alors, qui veut prendre la question, c'est ouvert. Oui, alors là, on est sur des questions de droit classique, de droit de la responsabilité. Alors déjà, premier point, je ne veux pas mettre le feu et faire peur à tout le monde. Il n'y a pas de responsabilité pénale s'il n'y a pas d'intention de commettre un délit. Bon, donc quand tu parles du cas où on ne serait responsable pénalement d'avoir mis sur le marché ou d'avoir permis l'utilisation d'un protocole permettant de faire des escroqueries. Alors, il y a une exception, on le sait tout de suite en tête, on a de cash, mais en droit français, alors, voilà, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'infraction et d'infraction civile. Et là, lorsque tu indiques responsabilité pécuniaire, très clairement, le droit français reconnaît la responsabilité civile délictuelle avec une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. C'est toujours comme ça qu'il faut penser. J'ai donc, par négligence, parce qu'on va regarder l'état de la connaissance actuelle, est-ce que lorsque je mets en place ce protocole, ce smart contract, est-ce que j'ai bien fait ce que tout développeur normalement constitué dans ce marché, normalement diligent, on utilisait avant le bon père de famille, mais voilà, mais c'est l'équivalent, qui a fait preuve de bon sens. Est-ce qu'il a tout mis bien ça en place? Si oui, il n'y a pas de responsabilité civile personnelle. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une faute, et la faute, c'est la négligence. Donc oui, effectivement. Et alors, sur l'indemnisation, oui. Lorsqu'on commet une faute et qu'il y a une victime et qu'il y a un lien de causalité, eh bien, le patrimoine personnel de la personne qui a commis cette faute est engagé. Donc, d'où la nécessité, encore une fois, de structurer, à mon sens, aujourd'hui sa DAO, parce que tout à l'heure tu parlais des responsabilités. Moi, je peux vous dire tout de suite que l'arsenal juridique de la direction de fait est présent et qu'il n'y a pas besoin d'ajouter à notre législation pour poursuivre les dirigeants et les porteurs de tokens. Alors, est-ce que ça se fera? Peut-être pas, mais l'arsenal juridique est là. Le fait de structurer vous permet d'avoir donc une personnalité morale, et qui vous dit une personnalité morale, vous pouvez signer un contrat d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance et se couvrir des risques. Donc aujourd'hui, en l'état actuel du droit, où on sait que rien ne sera plus comme avant, vous êtes porteur de projet, voilà, vous avez des solutions et pas forcément, je le dis aussi, forcément très onéreuses. Les structures associatives ou les SS permettent à moindre frais, quand on a un projet économique, de se couvrir. Et moi, voilà, c'est mon point de vue. On ne va plus aujourd'hui dans les DAO en France, porteurs de projets français, surtout quand il n'y a pas de décentralisation énorme et que c'est l'équipe qui porte le projet, qui détient le pouvoir, essentiellement. Pas de risque de ne pas se structurer. Et aussi, tu voulais dire quelque chose, Arnaud? Non, pas du tout, vas-y, justement. Pour rebondir, je voulais aussi vous dire, parce que j'ai pas trop osé l'aborder, parce que souvent, quand on l'aborde, c'est un peu complexe, mais quand même. Quand le RGPD est sorti, normalement, on aurait dû sortir en même temps et le RGPD et le règlement sur la réglementation de l'IA. Bon, ça n'a pas été fait. Mais dans le RGPD, et à l'époque, c'est vrai que c'était pourtant, quand il est devenu, quand il a été promulgué, il est devenu obligatoire 2 ans après, mais de 2016 à 2018, il y avait une période grise où on pouvait l'appliquer volontairement. Donc en 2016,
on n'avait pas encore bien vu l'évolution blockchain, etc., avec justement l'automatisation des smart contracts et des dApps, etc. Mais il y a un article 22 dans le RGPD qui est d'une compréhension extrêmement complexe, qui parle des prises de décision automatisées, parmi lesquelles sont les profilages. Et ça, c'est quelque chose, enfin, cet article 22 est encore très, très mal compris, mais ce que ça veut dire, et ça, la CNIL, quand on a retranscrit, si vous voulez, le RGPD dans la loi informatique et liberté, aurait voulu que le législateur dise que c'était un droit fondamental, ça. Le droit fondamental à exiger, quand on est en but à des prises de décision automatisées, comme dans les smart contracts, eh bien que le responsable de traitement fasse une charte de gouvernance des droits des personnes si le traitement automatisé a dysfonctionné. Et ça, c'est très, très important et on va le voir revenir en force là-dessus. C'est pour ça qu'on en revient à notre problème de responsabilité ou pas de la DAO. Faudra y venir, si vous voulez. Et pour l'instant, bon, il y a encore relativement peu de contentieux, mais on commence à en voir quand il y a des problèmes de scoring, et notamment avec les fintechs, où, si vous voulez, la banque va déléguer à une fintech de faire le scoring du candidat. Et si le candidat, on lui dit, ben non, bon, bah, c'est pas un bon profil et on lui accorde pas le crédit. Souvent, les banques disent, quand il commence à y avoir des recours, ah ben non, ben moi j'ai demandé, hein, on m'a donné un scoring, etc. Mais non, l'article 22 du RGPD dit, parce que l'humain ne doit pas être subordonné à la machine, quand il y a des prises de décision automatisées comme celle-là, il faut organiser la contre-garantie du droit des personnes sur les effets des prises de décision automatisées. Ça va très loin. Et justement, tous les règlements qui sont intervenus cette année, DMA, DGA, parlent de cela, mais il faudrait revenir tous ensemble une seconde fois pour expliquer en détail. Voilà. Effectivement, ce sera le mot de la fin, parce que c'est vrai que sur les enjeux réglementaires, juridiques, corporate et même fiscalité, dont on n'a pas vraiment parlé, je ne vais pas me poser les propres questions, ce serait un peu injuste, mais on pourrait y passer en réalité des heures, voire des jours. D'ailleurs, on y passe des heures et des jours, chacun à notre niveau. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez quelques questions sur cette intervention qui était déjà extrêmement complète et extrêmement technique. On voit que les avocats rentrent et les avocats et les entrepreneurs brossent ces sujets au jour le jour et puis sont bien rodés à les gérer. Est-ce que vous auriez quelques questions? Oui. Alors je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle où on peut passer le micro ici. Alors, tout d'abord, merci aux panélistes et aussi bien sûr Véronique à distance. Vraiment incroyable la manière dont vous avez vulgarisé ce sujet-là. Moi, je ne suis pas du tout juriste de formation, mais j'ai, je pense, tout compris. Et puis, merci pour la modération Excel de qualité. Alors, la question que je me pose, la décentralisation, sans entrer dans le débat de plus ou moins décentralisé. Je ne sais pas, pour Benoît, est-ce qu'on parle d'une poignée de personnes ou de quelques dizaines? À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de DAO de plus d'une centaine de personnes qui opèrent réellement. Maintenant, si on allait sur des cas extrêmes de décentralisation, imaginons Benoît et ses jumeaux régionaux dans d'autres continents, et puis des milliers de personnes, de centaines de milliers qui interviennent sur des DAO, est-ce que tout ce qu'on a dit aujourd'hui resterait applicable de la même manière? Donc sur une DAO réellement hyper décentralisée. Bah oui, effectivement, tu as raison Axel. La première DAO connue de transfert de valeur, c'est Bitcoin. Et il y a deux choses. Il y a le principe et l'applicabilité. Bon. Si on en vient au principe, et là je renvoie au quatrième pilier du test de Howe, qui à mon avis s'applique véritablement, et qui d'ailleurs va s'appliquer à Bitcoin pour dire que ce n'est pas à titre financier, c'est celui de la décentralisation de vote. Donc c'est le principe, c'est si les votes sont décentralisés, et d'ailleurs c'est pour ça que les airdrops, les ICO, etc., le but c'est de véritablement distribuer toute la supply de tokens pour justement permettre que le pouvoir ne reste pas au sein de l'organisation qui a créé le projet. Le deuxième point, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas aussi conserver l'information. Si l'équipe conserve l'information et quand elle travaille ensemble, on a ce qu'on appelle participant actif, me semble-t-il, on devient participant actif. Il y a une asymétrie
informationnel entre les gens qui sont détenteurs de tokens pour voter et ceux qui sont au sein de l'équipe. Et le troisième point, c'est ne pas laisser la création de valeur au sein de l'équipe dirigeante. Et c'est pour ça qu'il faut créer plusieurs structures où on va séparer le marketing, du juridique, du comptable, etc. Ça permet, encore une fois, c'est la notion de décentralisation. Et là, si cette notion de décentralisation existe, eh bien, sur principe, non, ça ne s'applique pas. Ça, c'est la règle de droit des États-Unis. Et je pense qu'on se dirigerait avec une législation spécifique dans ce cas-là. Si jamais on ne rentre pas là, on se redirigerait, à mon sens, sur cette régulation où on retomberait sur des sociétés et sur des entités que nous connaissons. Et le deuxième point, c'est que ce que tu poses, Hassan, comme question, c'est l'applicabilité. Aujourd'hui, organiser, alors à part les États-Unis qui ont cette puissance de frappe, quand je vois aujourd'hui l'état de la situation judiciaire en France, alors sur le principe, oui, mais effectivement, je ne vois pas aujourd'hui un parquet, même le parquet financier, s'attaquer à ce type de problème. Voilà, donc en pratique, aujourd'hui, non, parce que comment trouver toutes les personnes à assigner, à mon sens, c'est difficile. Alors juste, je serais un peu plus pessimiste. Voilà. Désolé. Moi, je pense que justement, c'est toujours intéressant de voir la différence entre les États-Unis et l'Europe de ce point de vue-là. Les États-Unis peuvent être assez durs de manière temporaire. Là, on a la SEC notamment qui est très dure, on le sait, on le voit. Pour autant, on a des sénateurs et des députés pour X ou Y raison, des représentants aux États-Unis qui sont beaucoup plus souples et qui vont probablement aller sur une réglementation qui sera beaucoup plus souple que la réglementation européenne en matière de DeFi et en matière de gouvernance décentralisée. Et je pense que ce test-là, qui est valable aux États-Unis, je ne pense pas que ce soit la logique européenne. Et je pense qu'en fait, ils vont essayer d'appréhender l'intégralité de ce qui se fait, quel que soit le niveau de décentralisation. Alors après, sur la question de l'applicabilité, c'est un bon point. Pour autant, il faut comprendre aussi l'état d'esprit européen. Il y a, puisqu'on est en présence d'un fiscaliste, la directive DC8 qui vient de sortir et donc qui fait que les autorités, en réalité fiscales européennes, peuvent se transmettre des informations de manière générique, pour l'instant sur des plateformes centralisées, mais je pense que très vite, ça va concerner les plateformes décentralisées également, puisqu'il y aura toujours un moment considéré comme de la centralisation. Et donc je pense que en fait, tout le monde va être dans le même panier très, très rapidement. Voilà. C'est très théorique, parce que dans la réalité des DAO, en fait, on se rend compte que la concentration des tokens, surtout sur les DAO, est présente. Donc je pense que les autorités iront chercher les gros porteurs. Donc en fait, c'est théorique, cette fameuse décentralisation. On la souhaite, on la rêve, mais dans la pratique, on la trouve pas. Désolé. Merci beaucoup. On va pas avoir le temps de prendre d'autres questions parce qu'on est déjà très très en retard. On a commencé un petit peu en retard. En tout cas, merci beaucoup Arnaud, Jérémy, Benoît et Véronique pour ces éclairages très, très intéressants.